Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. L'affaire d'aujourd'hui nous emmène dans la ville de Grand Junction, dans l'état du Colorado. Grand Junction, c'est une ville paisible de 65 000 habitants. Elle est au cœur des montagnes rocheuses, dans une magnifique vallée où la rivière Colorado et la rivière Gunnison se croisent. Entourée de canyons immenses, Grand Junction est une ville charmante au paysage à couper le souffle. C'est un paradis pour les amateurs de plein air. Le Colorado National Monument, un parc naturel idéal pour la randonnée et l'escalade, les accueille été comme hiver pour le plaisir et le challenge. La région bénéficie d'un microclimat favorable à l'agriculture grâce à son altitude et son taux d'ensoleillement. Elle est particulièrement réputée pour ses vignobles, elle est d'ailleurs surnommée la vallée des vins et plus de 20 vignobles produisent notamment des merlots et cabernets. On y trouve aussi plein de vergers et de pêchers qui produisent les célèbres Palisade Peaches qui font la fierté de la région. Côté cuisine, on sent bien les influences western et agricoles de la région. Les spécialités du coin sont issues de la cuisine du terroir, incorporant le gibier local comme le wapiti et le cerf. Le plat emblématique, c'est le Rocky Mountain Oysters. Alors ce ne sont pas des huîtres, mais des testicules de taureau panés et frites. Bon, j'adore la bouffe, mais j'ai quand même mes limites. Pour nos amateurs de sucré, il ne faut pas passer à côté de la tarte aux pêches de palissade, servie chaude avec de la glace à la vanille. Dans le centre-ville historique de la ville, on trouve plein de petites boutiques, de restaurants, de galeries d'art. Ça donne à Grand Junction une atmosphère de petite ville. Tout le monde semble se connaître et la notion de communauté y est très importante. Le taux de criminalité est d'ailleurs inférieur à la moyenne nationale, 20% plus bas pour les crimes violents que dans le reste des États-Unis. Pourtant, en février 2021, cette communauté tranquille sera bouleversée par un crime choquant, odieux et surtout un crime gratuit. Le 28 février 2021, il fait nuit, il est aux alentours de 21h, le dispatch du 911 reçoit un appel étrange. Une voiture serait embourbée dans la rivière Colorado au niveau de la mise à l'eau du Héron Bleu à Grand Junction. Il n'y a pas de blessés apparemment, mais la voiture est coincée. Il faut envoyer une patrouille. Quand la police arrive sur place, Brian Cory, 19 ans, est là, avec ses parents. Il les appelle avant la police et quand ils entendent son histoire, ils se ruent sur place, inquiets pour leur fils. Heureusement, ils habitent tous Grand Junction, donc ils arrivent assez vite. Brian raconte comment il en est arrivé là. Apparemment, plus tôt dans la soirée, il cherche un endroit calme pour réfléchir, et c'est comme ça qu'il roule jusqu'à la rampe du Héron Bleu. Il n'y a personne, il fait nuit, c'est parfait. Il se gare en marche arrière sur la rampe, donc l'arrière de sa voiture vers la rivière. Il passe un moment là, perdu dans ses pensées, et quand il essaie de repartir, les roues arrière perdent leur accroche et elles dérapent sur la rampe. La voiture se met à reculer petit à petit en direction de l'eau. Brian continue à essayer de faire remonter sa voiture, mais il n'a aucune prise. Le véhicule commence à s'immerger et il ne peut rien y faire. Il panique, il sort de sa voiture, il y a de l'eau jusqu'aux épaules déjà. Il nage vers la rampe et il remet le pied sur la terre ferme. Dépité, il regarde sa voiture qui reste là, à moitié immergée dans l'eau. Elle s'est embourbée, elle ne bouge plus, mais d'un coup, une nouvelle panique le prend. Il est trempé, on est au mois de février dans le Colorado, la température extérieure est glaciale, il fait -3 degrés cette nuit. Il sort son téléphone pour appeler de l'aide, mais évidemment son pantalon est trempé, ses poches aussi, son téléphone est mort. Et là il se dit bon, je vais tomber en hypothermie et je vais y rester. Mais il se ressaisit, il y a une route pas loin, il est pas si tard, il y aura peut-être du passage. Brian marche jusqu'à la route, il arrête la première voiture qui passe par là, à peine 5 minutes après qu'il se soit posté au bord de la route. Un homme et son fils s'arrêtent en voyant Brian faire de grands signes avec ses bras. Brian explique rapidement son problème. Il demande à utiliser le téléphone portable de l'homme pour appeler ses parents. Ses parents arrivent, ils appellent la police. Voilà où on en est. Tout le monde rit un peu de cet incident, heureusement personne n'est blessé. C'est vraiment une histoire toute bête quand on y pense. Un adolescent maladroit qui noie sa voiture, enfin bon, mais du coup j'aimerais bien savoir à quoi il pensait, à quoi il réfléchissait. Les policiers appellent une société de remorquage pour sortir la voiture de Brian de l'eau et ils renvoient la famille Coy. Brian est congelé, il faut qu'il retire ses vêtements mouillés, qu'il prenne une douche bien chaude et qu'il enfile un bon pyjama bien chaud. Brian Senior, le père, et Terry déposent leur fils à la maison pour qu'il se réchauffe et les parents retournent à la rampe d'amarrage. La voiture est en train d'être remorquée, il faut superviser, il faut payer les frais et voir ce que le véhicule va devenir. Alors que la voiture est en train de sortir de l'eau, les policiers remarquent un liquide rouge qui coule par l'arrière.
Est-ce que ça pourrait être du sang? Les policiers demandent aux parents si Brian s'est blessé pendant l'incident. Est-ce que c'est son sang qui s'écoule de la voiture? Terry appelle son fils, elle panique un peu, peut-être qu'il s'est blessé, et peut-être qu'il l'a pas remarqué. Avec le stress, avec le froid, l'adrénaline, il a peut-être pas senti qu'il s'était blessé, c'est fort possible. Mais Brian ne comprend pas comment ça a du sang, non, ça va, j'ai rien. Il voit pas du tout pourquoi il y aurait du sang dans sa voiture. Bon, si tout va bien, pas de problème. Une fois la voiture sortie de l'eau, les policiers la rendent à la famille Cohy. Heureusement, elle démarre. Elle n'est pas en super état, mais elle roule. Donc les Cohy la ramènent chez eux. Il va falloir la nettoyer parce qu'elle est pleine de sable, de vases, d'eau de la rivière. Mais bon, l'incident est clos, plus de peur que de mal. Mais est-ce vraiment un accident innocent qui mène Brian jusqu'à la rivière Colorado ce soir-là? Et pour en être certain, voyons déjà qui est Brian. Brian Cohy naît le 20 janvier 2002 à Grand Junction. Il a un frère et ses parents, Brian Senior et Terry, sont des parents présents et tout ce qu'il y a de plus normal. On est dans une famille et un environnement stable et typique de la classe moyenne américaine. Le père, Brian Senior, est le fondateur de Save a Life Jacket, Sauve un gilet de sauvetage. C'est un programme qui promeut la sécurité et prête des gilets de sauvetage dans les sections très fréquentées du fleuve Colorado, près de Grand Junction. L'idée, c'est de permettre à tout le monde, et je cite, d'avoir la possibilité de mener une vie active, saine et sauve. Et ça va s'avérer très tragiquement ironique. Terry, la mère, elle est assistante maternelle. Elle garde ses petits clients directement chez elle. Elle est ainsi au plus proche de ses enfants pour pouvoir les élever au mieux. Mais alors qu'il est à l'école élémentaire Broadway, une nouvelle bouleversante arrive. Brian est diagnostiqué, il est sur le spectre autistique et il souffre aussi d'un TDAH. Le TDAH, ou trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un trouble du neurodéveloppement caractérisé par de l'inattention, de l'hyperactivité, de l'impulsivité et ou un dérèglement émotionnel. En grandissant, alors qu'il est cette fois-ci au collège Brooklyn, des signes inquiétants apparaissent. Brian montre un comportement antisocial, il s'isole, il se désintéresse des interactions avec ses camarades, enfin pas totalement parce qu'il aime quand même taquiner ses camarades pour les faire réagir. Il aime les déranger, les embêter, et ses comportements lui valent d'être encore plus mis à l'écart par les autres écoliers. Il est même un peu harcelé. Brian gêne, il met mal à l'aise, il est très attiré par la violence, le morbide, notamment les meurtres, les tueurs en série, et il est particulièrement fasciné par Jeffrey Dahmer. D'ailleurs, ses camarades de classe le surnomment Dahmer, ce qui ne laisse rien présager de bon. Son attirance pour le morbide est très forte, et c'est presque une obsession. Un de ses professeurs trouve dans un de ses cahiers une liste de statistiques qu'il fait sur les différents tueurs en série qu'il connaît, palmarès, type de meurtre, mode opératoire, etc. Quand il est au lycée, en seconde, les parents de Brian sont convoqués par la direction de l'école. Des élèves rapportent qu'ils ne se sentent pas en sécurité à côté de lui. Il les met très mal à l'aise, il les embête, il les insulte, il fait des blagues très dérangeantes. En 2018, Brian est arrêté pour l'agression de l'un de ses camarades de classe avec une masse qu'il fabrique lui-même. Oui, oui, une masse. Une arme façon médiévale pour taper bien fort sur son adversaire. En 2019, Brian est renvoyé provisoirement de son lycée pour avoir intentionnellement causé une crise de panique à un camarade qui souffre de stress post-traumatique. Malheureusement, on n'en sait pas plus à ce sujet. Brian est renvoyé une seconde fois pour avoir fait des commentaires sexuels inappropriés, et encore une fois, on n'en sait pas plus. Il finit par se faire virer définitivement, puis il intègre une autre école. Après ces événements, les parents de Brian lui font voir un psychiatre qui demande à ce qu'il fasse plus de tests. Il pourrait être affecté par une psychose. Apparemment, Brian n'est pas diagnostiqué pour une psychose, mais il se verra prescrire des médicaments pour son trouble de l'attention et pour son anxiété. Après l'obtention de son diplôme de lycée, les parents de Brian divorcent. Ils restent en contact cordial pour assurer leur rôle de parents. Brian trouve un emploi dans un supermarché Safeway. Il réside avec sa mère, Terry, et comme Brian Senior n'habite pas très loin, il lui rend visite quasiment tous les jours. Sur son temps libre, Brian passe beaucoup de temps sur Internet à la recherche de contenu de plus en plus sombre. Le lendemain de l'incident de Brian avec sa voiture, celui dont je parle en début de vidéo, la police est appelée à nouveau à la rampe de mise à l'eau du Héron Bleu. Décidément, on n'a pas fini d'en entendre parler de cette rampe. Monique, la gérante d'un magasin de robes de mariée du centre-ville de Grand Junction, est inquiète pour son ami Warren Barnes. Warren est un sans-abri de 58 ans, c'est une figure emblématique de la communauté. Un homme très routinier, depuis 4 ans, il suit le même rituel. Chaque jour,
Il passe prendre un café et parfois un donut à la station-service, il discute avec la jeune caissière. Quand il s'agit d'un jour de semaine, il se rend au travail. Il travaille pour People Ready, c'est une sorte d'agence d'intérim. Des missions lui sont affectées dans la ville en fonction des besoins, et c'est généralement des travaux en extérieur, et ça le ravit. Warren est un amoureux de la nature, il adore être en extérieur, il n'a pas grand-chose, mais quotidiennement, il partage la moitié de son pain avec les oiseaux qu'il aime observer et nourrir. Quand il ne travaille pas, en fin de journée et les week-ends, Warren s'installe devant la boutique de Monique. Tous les jours, elle lui prépare un fauteuil, là, devant la boutique, sous les rayons du soleil. C'est une chaise qui appartenait avant au père de Monique, mais elle aime dire désormais que c'est la chaise de Warren. Tous les jours, Warren s'y installe, mais là, il passe ses journées à lire, à partager ses lectures avec les passants. Malgré sa situation précaire, cet homme discret et poli refuse systématiquement l'aide qu'on lui propose. Il affirme qu'il a tout ce qu'il lui faut. Quand Monique lui demande s'il a besoin d'une chambre pour l'hiver, ou ne serait-ce qu'un abri de jardin, Warren sourit et il refuse poliment. Il n'a besoin de rien, même s'il dort sous un pont. Il est connu de tous, c'est un membre agréable et apprécié de la communauté, il est même surnommé The Reading Man, l'homme qui lit. Au fil des années, Monique et Warren deviennent amis. La dernière fois que Monique le voit, c'est le 27 février à 17h. Elle ferme boutique et elle lui dit « À demain Warren » et il lui répond « À demain Monique ». Mais le lendemain, il ne passe pas chercher son café habituel à la station-service le matin. Quelques heures plus tard, l'employeur de Warren, l'agence People Ready, appelle Monique. Un homme vient de retrouver le portefeuille de Warren apparemment à côté de la rampe d'amarrage du Héron Bleu. L'homme appelle l'agence d'intérim pour le lui rendre, mais là, gros problème, Warren ne s'est pas présenté à son travail ce matin-là. Est-ce que Monique sait où il est? Mais Monique s'inquiète immédiatement. Warren est très routinier et il n'oublie jamais de passer prendre son café le matin. Et puis il n'a jamais raté le travail en 4 ans qu'elle le connaît. Le Héron Bleu est à plus d'1 heure et demie à pied des boutiques et Warren n'a pas de voiture. Qu'est-ce qu'il serait allé faire si loin alors qu'il est attendu au travail? Ça n'a aucun sens. Monique se rend sur place pour faire le tour de l'endroit, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle appelle vite la police pour signaler la disparition de Warren. Quand des officiers arrivent, ils interrogent l'homme qui trouve le portefeuille et qui prévient l'agence d'intérim quelques heures plus tôt. Cet homme n'est autre que Brian, mais c'est Brian Senior, le père. Il raconte que le portefeuille, il n'a pas retrouvé ici. Ce qu'il se passe en réalité, c'est que la veille, son fils a un incident, sa voiture tombe dans la rivière. En nettoyant la voiture, Brian, père, tombe sur le portefeuille. Il interroge son fils, est-ce qu'il sait pourquoi ce portefeuille se trouve dans sa voiture? Et son fils Brian répond qu'il le trouve la veille quand il se promène au bord de la rivière. Il le ramasse et il avait l'intention de le déposer au commissariat pour que son propriétaire puisse le retrouver. Mais avec l'incident, Brian oublie le portefeuille. Brian Senior cherche un indice dans le portefeuille pour retrouver le propriétaire. Il découvre que Warren Barnes travaille pour l'agence People Ready et donc il appelle l'agence. Mais de son côté, Brian, père, est suspicieux. Il se demande ce que c'est que cette histoire de portefeuille. Il sait que son fils n'est pas exactement un bon samaritain, et plutôt tout l'inverse. Ça, et cette histoire de liquide rouge dans la voiture la veille, il le sent pas. Il prévient son ex-femme Terry. Terry, qui est chez elle, se rend dans la chambre de son fils. Son fils n'est pas là, il est allé voir son amie Kylene quelques heures plus tôt en prenant la voiture de sa mère puisque la sienne est trempée et pleine de boue. Kylene est amie avec Brian depuis qu'ils ont 15 ans. Elle l'aime bien, Brian, il est provoquant certes, mais il est différent des autres et son humour noir la fait rire. Terry profite de l'absence de son fils pour inspecter un peu sa chambre, voir si Brian n'a pas volé autre chose. Mais ce qu'elle découvre va la hanter jusqu'à la fin de ses jours. Là, cachée dans le placard de Brian, elle tombe sur un bac en plastique. Dans ce bac, il y a 2 sacs plastiques. Les 2 sacs sont doublés, un sac dans un sac. Terry se demande ce que c'est, qu'est-ce qu'il est encore allé trafiquer. Elle attrape un des sacs, elle l'ouvre, et elle tombe alors sur une tête humaine couverte d'asticots. Elle ne comprend pas tout de suite, enfin elle comprend, mais c'est peut-être son cerveau qui refuse de tilter pendant quelques secondes. Et quelle personne peut s'imaginer que son enfant soit en possession d'une tête humaine? Terry prend son courage à 2 mains, elle regarde à nouveau, c'est bien une vraie tête humaine. Elle n'ose pas regarder tout de suite ce que contient l'autre sac. Complètement sous le choc, elle prend les 2 sacs, elle les met dans l'évier de la cuisine
et elle appelle son ex-mari. Elle lui raconte, entre deux sanglots d'horreur, ce qu'elle vient de trouver dans la chambre de leur fils. Brian Senior n'en croit pas ses oreilles. Il se dit que sa femme, elle va pas très bien, elle est peut-être en train de péter un câble. Brian Senior se rue chez elle et elle a l'air réellement troublée. Terry lui montre les sacs dans l'évier et Brian Senior manque de vomir. Il étend une serviette sur les sacs pour protéger leur contenu et surtout protéger leurs yeux de cette vue macabre. Brian Senior demande à Terry d'appeler leur fils. Il lui dit d'essayer de garder un air calme. Brian ne doit pas savoir qu'elle a trouvé les sacs. Bah, dis-lui que t'as besoin de récupérer ta voiture, dit-il. Terry s'exécute. Brian fils rentre tranquillement à la maison. Il ne se doute de rien. Terry et Brian Senior attendent que leur fils se gare dans l'allée pour appeler la police. Leur plus grande crainte, c'est que Brian décide de ne pas s'arrêter s'il aperçoit les voitures de police devant la maison, qu'ils prennent la fuite. Alors ils attendent qu'ils soient bien garés avant de prévenir les autorités. Brian est interpellé dans l'allée devant la maison de sa mère. Un agent avance vers lui en lui expliquant que ses parents ont appelé, qu'ils semblent inquiets par rapport à quelque chose qu'ils ont trouvé dans sa chambre. Et Brian ne va même pas essayer de dissimuler ou de nier quoi que ce soit. Il dit qu'il sait. Il sait de quoi il s'agit. C'est une tête et des mains humaines. And what would it be? A human head and hands. Like for real human head and hands? Yes. Il a tué un homme, un certain Warren Brown, dit-il. Alors presque, c'est Warren Barnes. Brian avoue le meurtre, la décapitation et le démembrement de Warren. Il est très coopératif, l'arrestation se fait sans problème. Brian Coey, 19 ans, est arrêté le 1er mars 2021, le lendemain du meurtre de Warren. Il est directement amené en salle d'interrogatoire, l'enquête est déjà bien avancée, il ne reste pas grand-chose à faire. La tête et les mains de la victime sont retrouvées dans la chambre du suspect qui avoue directement. Mais les enquêteurs veulent quand même comprendre ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé à Warren et qu'est-ce qui est passé par la tête de Brian? Et là encore, tout se déroule sans problème. Brian ne semble pas du tout stressé ou inquiet. Et encore une fois, il est très coopératif. Il ne se fait pas prier pour raconter ce qu'il se passe réellement la nuit du meurtre. Il fait carrément un plan à même le mur de là où se déroulent les faits. Il refait les gestes, il mime ce qu'il fait à Warren, une reconstitution macabre qui a dû écœurer les détectives. Et en plus, Brian semble fier de lui. Il n'a aucun remords. Il prend un plaisir fou à aller dans les détails et il semble même revivre le moment. Parfois, il a même l'air de se vanter. Il rigole à plusieurs reprises. À un moment, il interrompt son récit avec un « Désolé, c'est morbide, hahaha ». Brian ajoute que c'était étonnamment facile. « J'ai à peine transpiré », dit-il, toujours en rigolant. And then I left his body there. And then I took the head, put it in a leftover pizza box from the dinner a few nights ago. Brian est tellement fier de lui qu'il raconte absolument tout. Et on sait donc très bien ce qui arrive à Warren le soir où Brian lui tombe dessus. Le 27 février 2021, alors que l'hiver touche à sa fin, Warren profite d'une journée ordinaire. Il se lève tôt, comme à son habitude, il passe prendre son café, comme à son habitude, il discute avec la caissière de la station-service, et il se rend ensuite à son travail, et à la fin de sa journée, il rejoint son lieu préféré, son fauteuil, devant la boutique de Monique. Il lit pendant quelques heures, sous les rayons du soleil. Quand Monique ferme boutique, il range aussi ses affaires, ils se saluent et ils se disent à demain. Warren se promène encore un peu, il attrape de quoi dîner, et puis il se rend à son campement. Avec le froid, il s'installe à l'abri du vent et de la neige, sous un pont pas loin du bureau du shérif, pas loin de Crosby Avenue. De son côté, ce jour-là, Brian se réveille tard, il le sent, c'est une mauvaise journée. Rien ne l'attend ce jour-là, pas de travail, pas de cours, c'est samedi. La journée passe et son état d'esprit ne s'arrange pas. La soirée arrive, il prend sa voiture pour aller faire un tour. Il roule pour essayer de se vider la tête, elle est pleine de pensées, des pensées morbides. Vers 23h, il passe sous un pont, et il repère quelque chose dans un coin, abrité sous ce pont, on dirait une couverture. Il y a une personne enroulée à l'intérieur de cette couverture, et là il se dit « c'est intéressant ». Brian est en ébullition, il va enfin pouvoir calmer ses pensées obsédantes. Il se gare, il enfile 3 paires de gants les uns sur les autres, et il en met 3 parce qu'il sait que les gants en plastique ont tendance à se déchirer. Et vu ce qu'il s'apprête à faire, il ne veut pas risquer de laisser des traces. Il enfile un masque de Michael Myers, le tueur de la franchise Halloween, il attrape un grand couteau dans sa boîte à gants, Brian sort de sa voiture, il avance vers cette personne endormie. En s'approchant, il se rend compte qu'il s'agit d'un homme, et on le sait maintenant, c'est Warren.
Arrivé au niveau de Warren, Brian lui retire ses couvertures d'un coup et sans lui laisser la moindre chance, il commence à le poignarder, il ne s'arrête plus. Brian grogne, il fait des bruits bestiaux, il hurle presque de plaisir. Warren est touché de nombreuses fois au visage et au cou, il n'a aucune chance de s'enfuir ou de se protéger. Il n'est pas armé, il est allongé, il était en train de dormir. Il a été pris au dépourvu. Et Brian est comme une bête sauvage au-dessus de lui. Warren lui répète « Arrête, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ?» Brian lui répond « J'avais envie de faire ça depuis tellement longtemps. » Et il continue de le poignarder. Il donne au total une quarantaine de coups de couteau. Warren, à bout de force, cesse de se débattre et il rend son dernier soupir. Quand il se rend compte que Warren est mort, Brian répète en boucle « Sale, puant, sale, puant ». Et en 1 minute et demie à peine, la vie de Warren est finie. Mais Brian ne s'arrête pas là. Il continue à mutiler le corps de Warren. Il commence par lui entailler le ventre, il veut voir ses entrailles. Ensuite, il le déshabille complètement, il le décapite, il coupe les commissures des lèvres de Warren pour lui donner, et je cite, un sourire du Joker. Brian détruit ensuite ses yeux, selon lui en les poignardant plusieurs fois. Il coupe son bras droit en plusieurs morceaux, mais il n'arrive pas à faire pareil avec le bras gauche. Il ne le coupe qu'en 2. Des mutilations absolument effroyables. Et c'est pas fini. Mais même Brian ne se souvient pas de tout ce qu'il fait subir au corps du pauvre Warren. Il raconte pendant son interrogatoire qu'il est tellement excité et plein d'adrénaline, il est comme un chien enragé, il fait tout ce qui lui passe par la tête. Il fait tout ce qui passe par son esprit sinistre et dépravé. Il prend ensuite des photos du corps mutilé avec son téléphone, le génie, comme si les enquêteurs avaient besoin de plus de preuves contre lui. Évidemment, il les supprime, mais on sait tous maintenant que ça n'empêche pas du tout les experts en récupération de données de les retrouver. Brian s'apprête ensuite à quitter les lieux. Il met les mains de sa victime dans un sac plastique et la tête dans une vieille boîte à pizza qu'il ramasse autour du campement de Warren. Il embarque les mains et la tête avec lui dans sa voiture et il abandonne le reste du corps sur place. Il conduit jusque chez lui et il rentre à la maison comme si de rien n'était. Il range la tête et les mains dans le placard de sa chambre. Et comme un parfait apprenti meurtrier, il nettoie son couteau, il lave ses vêtements et il cache les autres preuves potentielles. Il se dit qu'il peut mettre la tête dans un seau de peinture et le jeter dans un endroit où personne ne va aller fouiner, et il fera pareil avec les mains. S'il jette tout ça séparément dans des endroits abandonnés, personne ne les retrouvera jamais. Mais ça, c'est un problème pour plus tard. Là, il est tard, après cette soirée riche en émotions, il est temps d'aller se coucher. Brian se met au lit, mais il n'arrive pas à dormir. Il est pris d'une crise de paranoïa, il en est sûr, il a laissé des traces sur place. Un de ses 6 gants s'est déchiré et il craint d'être retrouvé. Il doit retourner sur la scène de son crime. Il se relève, il se rhabille, il prend sa voiture, direction le pont sous lequel gît le corps sans tête, sans main, de Warren. Brian arrive sur les lieux au beau milieu de la nuit, il attrape le corps de Warren, il le hisse dans son coffre, il roule jusqu'à la rampe de mise à l'eau, il recule sa voiture vers la rivière Colorado et il jette le corps de Warren dans la rivière. Mais quand il veut repartir, sa voiture ne parvient pas à remonter la pente. Pire encore, elle glisse en arrière jusqu'à se retrouver dans l'eau, et la suite, on la connaît. Les parents de Brian reviennent quelques heures après avec la voiture de leur fils à peine sortie de l'eau, encore dégoulinante d'eau, de boue et de sang. Ils la gardent dans l'allée, ils se disent qu'ils verront plus tard l'ampleur des dégâts. Le lendemain, Brian Senior se lance dans un gros ménage de la voiture. C'est marrant que ce soit quand même le père qui s'en charge. D'ailleurs, moi, si j'avais une voiture et que j'avais réveillé mes parents en plein milieu de la nuit pour qu'ils viennent me sortir de l'eau, bon, c'est moi qui me serais tapé le ménage. Alors, visiblement, chez les Coé, certaines bêtises n'ont pas de conséquences. C'est pendant qu'il tente de nettoyer le véhicule de son fils que Brian Senior tombe sur le portefeuille de Warren. Il tombe aussi sur un grand couteau rangé dans la boîte à gants. Et lui qui connaît son fils, il se dit que ça sent pas très bon. Il appelle l'agence d'intérim de Warren, mais l'homme n'est pas venu travailler ce matin-là. Brian Senior a un très mauvais pressentiment. Il ne veut pas y croire, mais tout est là. Est-ce que cette fois son fils a laissé libre cours à ses pensées morbides? Il décide de parler avec son fils. Brian Senior veut en avoir le cœur net, il évoque à son fils le sang qui semble s'écouler de la voiture la veille, le couteau, le portefeuille de cet homme visiblement porté disparu, il lui demande s'il sait quelque chose. Brian lui répond qu'il ne voit pas du tout de quoi il parle, du sang, non, on lui a déjà dit qu'il n'était pas blessé. Ah, mais c'est peut-être un sac de faux sang pour son cours d'effets spéciaux, dit-il, il s'est peut-être percé dans la voiture. Brian Senior sait que son fils a des problèmes, il est au courant de son penchant pour le morbide, il appelle Terry.
et il lui demande de profiter de l'absence de leur fils, qui est allé voir son amie Kaylin pour aller fouiner, voir si elle trouve quelque chose d'incriminant dans sa chambre. Et la suite, on la connaît. Après les aveux de Brian, les enquêteurs se rendent sous le pont, à l'endroit indiqué par Brian dans son dessin sur le mur de la salle d'interrogatoire. Ils trouvent le campement, un tas de couvertures en désordre et le bras de Warren. L'enquête est bouclée. Brian est en possession de la tête et des mains de la victime. Le sang de Warren est retrouvé dans sa voiture. Il a tout avoué. Il peut être traduit en justice. La recherche du corps de Warren continue pour pouvoir l'honorer d'une sépulture complète, malgré l'horreur de ce qui lui est arrivé, mais le corps jeté à la rivière ne sera jamais retrouvé. Le procès de Brian Coey, deuxième du nom, s'ouvre en janvier 2022. Et l'enjeu crucial pour l'accusation, c'est d'éviter que Brian ne s'en sorte avec un plaidoyer de folie, soit d'irresponsabilité. Heureusement, Brian a la langue bien pendue. Pendant son interrogatoire, il donne aux enquêteurs tout ce qu'il leur faut pour construire un dossier béton contre lui. Il dit qu'il pense d'abord laisser le corps sur place, mais comme il est hyper malin, il sait beaucoup de choses sur les sciences médico-légales, et il ne veut pas risquer d'être retrouvé trop facilement. Il dit qu'il choisit spécifiquement Warren parce qu'il sait que la police se soucie moins des marginaux. Il dit qu'il pense depuis longtemps à tuer quelqu'un, qu'il se prépare depuis au moins 6 mois. On retrouve dans ses recherches internet comment gérer des envies d'homicide, pensées meurtrières au quotidien, comment les gens réagissent à une effraction, comment les gens réagissent sous la menace d'un couteau, à quel point les blessures au cou sont-elles mortelles. Il fait aussi des recherches sur l'affaire du meurtre d'un homme SDF dans la ville de Bâton Rouge. Il recherche aussi des informations sur la santé mentale, paranoïa, troubles de la personnalité schizophrène, paranoïa et personnalité évitante. Et plus incriminant encore, comme s'il en fallait plus, le lendemain du meurtre de Warren, Brian tape dans son moteur de recherche les 3 requêtes suivantes. Comment effacer les données d'un téléphone Android? Est-ce qu'une rivière peut faire disparaître des preuves? Et comment se débarrasser des restes organiques? Mais encore une fois, comme si tout ça n'était pas déjà suffisant, comme si l'horreur n'était pas déjà poussée assez loin, Brian raconte un accident qui a lieu pendant Halloween, en 2018. Brian explique qu'il tue accidentellement un chat. Il attire un chat noir sauvage dans le quartier, il le fait entrer dans un sac plastique, il le tue, il le décapite, il met le corps et la tête dans 2 boîtes différentes. Il garde ces boîtes pendant un moment avec lui, un peu à la Dahmer. C'est probablement sa fascination pour Jeffrey Dahmer qui l'incite à garder la tête et les mains de Warren dans son placard aussi. Quand les boîtes qui contiennent le chat sentent trop fort, Brian s'en débarrasse. Il raconte aussi qu'un jour il trouve un hérisson mort sur le bord de la route, et évidemment il lui vient une excellente idée. Il le ramasse, il le dépiote, il l'écorche, il l'équarrit, enfin il le dépèce quoi, pour voir ce que ça fait. Et enfin, il raconte que ses parents trouvent un jour un murder kit dans sa chambre, un petit baluchon qu'il a préparé lui-même pour être prêt le jour où une occasion se présente. Dans ce kit de meurtre, il y a un marteau, une pelle, des serre-câbles, du gros scotch. À la vue de ce sac macabre, ses parents flippent complètement, ils organisent une intervention. Ou tu jettes ton murder kit ou on appelle la police. Brian leur assure qu'il va jeter son kit, mais il garde son plan en tête. Un jour, il va trouver une prostituée, il va l'enlever et la tenir captive pour pouvoir la torturer. Tout ça à 19 ans. Au cours de l'enquête, les amis de Brian ne vont pas l'aider. Quand ils sont interrogés, Kaylin et un autre de ses amis, Patrick, disent ne pas être vraiment étonnés d'apprendre que Brian a tué quelqu'un. Kaylin affirme même qu'elle est presque étonnée qu'il n'a tué qu'une seule personne. Elle imaginait plutôt que le jour où il passerait à l'acte, il commettrait plutôt une tuerie de masse. Dans ce groupe de potes, ils blaguent entre eux que s'il devait y avoir un tueur dans le groupe, ce serait Brian. Ils l'ont toujours trouvé un peu chelou, un peu dark, mais ils sont solidaires dans leur groupe, ils se sentent tous un peu rejetés par les autres, alors ils se soutiennent. Les profs du lycée de Brian vont aussi témoigner. Ils disent qu'ils observent au fil des années une obsession malsaine pour les fusillades dans les écoles, et notamment la tuerie de Columbine. Tous les profs de l'école pensent que Brian représente un risque pour la sécurité de ses camarades et ils le surveillent de près. Selon eux, si un enfant de l'école doit commettre une fusillade, il y a de fortes chances pour que ce soit Brian. Les professeurs sont aussi très inquiets quand ils découvrent la liste statistique dans son cahier. On se souvient les stats sur les tueurs en série. Et c'est pas tout. Ce cahier contient aussi une to-do list. 1. Entrer dans la maison. 2. Tuer des adultes. 3. Tuer des enfants. 4. Voler les objets précieux. 5. Partir. Matériel, revolver, calibre 45, couteau de chasse, briquet, alcool. Et là encore une fois, pas de conséquences liées à ces trouvailles.
une bombe à retardement, et personne n'a rien fait. Les parents, eux, ne semblent pas plus inquiets par les problèmes relevés par l'école. Ils ne pensent pas que ça peut empirer et devenir vraiment très grave, sauf que malheureusement le pire se produit. Pendant le procès de Brian, l'accusation présente donc un dossier accablant. On a les aveux détaillés du suspect, les preuves matérielles retrouvées à son domicile, dans sa voiture, des preuves circonstancielles malgré une absence de mobile, hormis la curiosité morbide. Et on le voit venir à des kilomètres. Évidemment, Brian plaide non coupable, et la défense joue la carte de l'irresponsabilité. Selon ses avocats, Brian n'est pas en mesure de comprendre pleinement la portée de ses actes au moment du meurtre, à cause de ses troubles mentaux. Quand il est interrogé sur le meurtre, Brian dit « c'était nul, c'est arrivé, mais c'était nul ». Et quand on lui demande « qu'est-ce qui est nul à propos de ce meurtre ?», il répond que c'est nul d'être en prison, c'est nul d'être enfermé, et de ne pas pouvoir voir ses potes, jouer aux jeux vidéo, et Internet, ça lui manque. Pas l'ombre d'un regret. Il est juste désolé pour lui-même en fait, il est désolé de s'être fait attraper, et en plus aussi rapidement, dès le lendemain du meurtre. Après 12 jours de procès et 2 jours de délibération, les jurés rejettent l'irresponsabilité. Brian Cohy est reconnu coupable de meurtre au premier degré, de profanation de cadavres et de dégradation de preuves. Le juge Richard Gurley décrit son crime comme l'un des crimes les plus horribles qu'il a eu à traiter en 37 années de carrière dans le système judiciaire. En février 2023, presque 2 ans après le meurtre de Warren Barnes, le juge annonce la sentence. Brian est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Voilà la triste histoire du meurtre de Warren Barnes, un homme connu et apprécié de toute une communauté, tué par curiosité morbide. En hommage à Warren, une statue est érigée entre Out West Books et Monique's Bridal, les boutiques entre lesquelles l'homme avait l'habitude de venir lire tous les jours. Un fauteuil avec quelques livres et la mention « Warren était ici », Monique tient à ce que ce soit entendu. Warren était apprécié, il était aimé, et il manque tous les jours à la communauté de Grand Junction. Sans ce terrible hasard qui met Brian sur le chemin de Warren, le sexagénaire serait encore en vie, il continuerait à lire, à nourrir les oiseaux et à honorer les rues de la ville de sa présence sympathique. Et c'est presque incroyable de voir que malgré tous les signes avant-coureurs, malgré un traitement, donc un suivi médical, les fantasmes violents de Brian n'ont pas du tout été gérés, il maintient une pseudo-façade de normalité qui lui permet d'arpenter les rues au contact de toutes ses potentielles victimes. S'il n'avait pas été aussi stupide, il serait très probablement devenu un tueur en série. Et il l'a dit lui-même, il comptait s'en prendre à une prostituée, il a fini par choisir un sans domicile, un marginal, et c'est le cas de beaucoup de tueurs en série qui choisissent leur cible pour ne pas se faire prendre. On peut citer évidemment Jeffrey Dahmer, qui s'en prenait à des noirs, des latinos, parfois des sans-abri, Samuel Little, le tueur en série le plus prolifique des États-Unis, avec 93 victimes, des prostituées souvent afro-américaines. On a aussi Andrei Chikatilo, surnommé le boucher de Rostov, un tueur en série russe qui s'en prend à des femmes et des enfants issus de milieux défavorisés. Alors je m'arrête là parce que malheureusement la liste est très longue. C'est tout pour moi, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.